Maître, honorable assistance, bonjour. On va vous présenter le traitement de l'hyperparathyroïdie secondaire à la maladie rénale chronique et nous allons suivre le plan suivant. Introduction, définition. L'hyperparathyroïdie secondaire est fréquemment observée au cours de la maladie rénale chronique et survient précocement dès le stade 3. Les conséquences métaboliques, osseuses et vasculaires justifient un dépistage et une prise en charge précoce. Les conséquences osseuses sont caractérisées par une accélération du remodelage osseux à l'origine d'une ostéite fibreuse. Physiopathologie. La diminution du débit de filtration glomérulaire entraîne une diminution de l'excrétion rénale du phosphore, donc une hyperphosphatémie. L'hyperphosphatémie stimule la sécrétion de l'FGF23 qui inhibe la 1-alpha-hydroxylase et conduit à une carence en vitamine D, diminution de l'absorption intestinale du calcium et du phosphore. Comme conséquence, il y aura une hypocalcémie. L'hypocalcémie et l'hyperphosphatémie stimulent la sécrétion de la PTH par les glandes parathyroïdes, accélération du remodelage osseux à l'origine d'une ostéite fibreuse. Cliniquement, l'hyperparathyroïdie secondaire reste longtemps asymptomatique. Les douleurs osseuses et les fractures pathologiques sont rares et tardives. Les calcifications métastatiques peuvent donner un œil rouge, prurite intense, axi pseudo-goutte. Dans les formes sévères, des ruptures tendineuses, des doigts en baguette de tambour par destruction des phalanges des stades, exceptionnellement une calciphylaxie et nécrose cutanée. Passons à la biologie. D'abord, des examens de routine. Les catégories recommandent le dosage de la calcémie et de la phosphatémie tous les 6 à 12 mois au stade 3 de la maladie rénale chronique, tous les 3 à 6 mois au stade 4, tous les mois à 3 mois au stade 5 et en dialyse. Le dosage de la protidémie, la bicarbonatémie et les phosphatases alcalines totales chaque année dès le stade 4 de la maladie rénale chronique. À ces examens de routine, il faut ajouter d'autres examens avec des indications et des fréquences variables. D'abord, le dosage de 25OH vitamine D dès le stade 3 de la maladie rénale chronique permet une meilleure estimation du capital en vitamine D. Dosage de la PTH intacte est le principal déterminant du remodelage osseux. Les catégories recommandent le dosage de la PTH tous les 6 à 12 mois au stade 4 de la maladie rénale chronique, tous les 3 à 6 mois au stade 5. Dosage de l'aluminium plasmatique une fois par an chez tous les patients et tous les 3 mois chez ceux qui reçoivent des traitements aluminiques. On a aussi des nouveaux marqueurs du remodelage osseux. D'abord des marqueurs de formation osteoblastique, les phosphatases alcalines osseuses, ostéocalcine, le propeptide C terminal du procollagène du type 1, les facteurs de la résorption ostéoclastique, à savoir les phosphatases acides tartrate résistantes, péridinoline, télopeptide carboxyterminal du collagène de type 1. Passons à la radiologie. D'abord, la radiologie standard, qui est un examen peu sensible, mais certains signes radiologiques peuvent orienter vers le type de l'ostéopathie. Une ostéite fibreuse peut se manifester par une résorption de supériorité intéressant le bord radial des phalanges, mais aussi les extrémités claviculaires, la symphyse pubienne, l'articulation sacro-iliaque. Des calcifications métastatiques vasculaires, viscérales et périarticulaires, une image qui montre une calcification vasculaire au niveau du sein, une hyperrésorption osseuse donnant un aspect poivre et sel du crâne. Dans les formes, on a aussi des densifications des plateaux vertébraux avec raréfaction osseuse de la partie médiane des vertèbres donnant un aspect en maillon de rugby de la colonne vertébrale. Et on a aussi une tumeur brune diaphysaire. La scintigraphie osseuse montre une hyperfixation diffuse de l'ensemble du squelette avec prédominance pour les régions riches en os trabéculaires. La biopsie osseuse, les catégories recommandent la biopsie osseuse en cas de fracture pathologique, hypophosphatémie, hypercalcémie inexpliquée et suspicion d'intoxication aluminique. Donc, dans l'hyperparathyroïdie secondaire, si elle est faite, elle montre un taux de formation osseuse élevé, une hyperrésorption ostéoclassique, augmentation du volume ossioïde et un important degré de fibrose médulaire, mais pas de troubles de la minéralisation osseuse. Je cède la parole à Dr Kouchaba. Non.
on passe au traitement. Donc pour le traitement, on commence par les objectifs qui sont résumés dans ce tableau selon les recommandations de Cadigo 2009. Alors pour la calcémie totale, avant la dialyse, c'est les normes de laboratoire. Pendant la dialyse, c'est la même chose, normes du laboratoire. La phosphatémie, c'est la même chose. Pour la PTH, avant la dialyse, c'est toujours les normes du laboratoire. Pendant la dialyse, on peut tolérer jusqu'à 9 fois la normale. Pour les phosphatases alcalines totales, c'est les normes du laboratoire. Osseuse, 9 à 20 microgrammes par litre avant et pendant la dialyse. Pour la 25 OH vitamine D2 ou D3, donc c'est à partir de 30 à 50 microgrammes par litre. Les moyens. Donc pour les moyens, on a les mesures diététiques, le traitement pharmacologique et le traitement chirurgical. On commence par les mesures diététiques. Il faut d'abord une alimentation riche en calcium, à peu près 1 gramme par jour. C'est ce que reçoit un sujet normal qui n'est pas atteint d'insuffisance rénale. Donc c'est l'équivalent de 25 millimoles par jour. Une alimentation pauvre en phosphore, il faut éliminer tout ce qui est additif, tout ce qui est laitage et protéines animales. En même temps, donc il faut éviter toute dénutrition, c'est difficile. Donc il faut s'aider du diététicien du service pour assurer cet apport pauvre en phosphore, mais en même temps préserver l'apport en protéines et en calcium. Pour le traitement pharmacologique, cette planche résume les différents éléments du traitement pharmacologique, donc la vitamine D et ses dérivés, les apports calciques, les calcimimétiques, les chélateurs du phosphore et la parathyroïdectomie. On commence par le calcium. Donc soit c'est la supplémentation orale, il y a plusieurs génériques. Donc en général, on utilise le carbonate de calcium, associé ou non à la vitamine D, 0,5 à 2 grammes par jour, à distance des repas, puisqu'au milieu des repas ou juste après le repas, il sert comme chélateur du phosphore. Ensuite, on a les concentrations en calcium du dialysat. Au niveau universel, on a les 3 concentrations, le 1,25, le 1,75 et le 1,5. Donc au niveau de notre centre, ce qui est disponible, c'est le 1,75. Les inhibiteurs de l'absorption intestinale du phosphore. On commence par les chélateurs aluminiques, donc qui sont déjà en arrêt de commercialisation depuis 2002. C'est vrai qu'ils sont très efficaces, mais ils sont toxiques, avec risque important d'encéphalopathie et d'ostéopathie aluminique. Ensuite, on passe aux chélateurs calciques. Alors, pour les chélateurs calciques, c'est les sels de calcium, carbonate ou acétate de calcium. Leur absorption est accélérée par l'acidité gastrique, sachant que l'acétate est mieux biodisponible que le carbonate de calcium. Les risques, c'est surtout l'hypercalcémie et les dépôts calciques, phosphocalciques, avec accélération des calcifications cardiovasculaires, bien sûr. Alors, les chélateurs non calciques, on commence par le CVLMR. On a CVLMR hydrochloride, CVLMR carbonate, ça existe sous forme de comprimés de 800, de 2400 et même de 400 mg. Donc à partir du phosphorémie de 55 mg par litre, on peut commencer à un comprimé 3 fois. Supérieur à 75, on peut aller jusqu'à 2 comprimés 3 fois. Les avantages, donc il n'y a pas de risque d'hypercalcémie, ce n'est pas un chélateur calcique, baisse du LDL cholestérol avec amélioration du profil lipidique donc des patients, puisque c'est un chélateur des selles biliaires. Pour les inconvénients, il y a la tolérance digestive médiocre, le coût élevé, l'apport en charge acide, mais il faut savoir aussi qu'il est contre-indiqué en cas d'occlusion intestinale. Il y a des précautions d'emploi en cas de troubles du transit, notamment en cas de constipation. Il faut le prendre à distance d'autres médicaments parce que ça peut diminuer leur absorption. Deuxième chélateur, c'est le lantane, lantanum carbonate. Donc ça existe sous forme de comprimés à mâcher ou à croquer. Le 250, le 750, le 1000, ça existe même sous forme de 250 mg. Mais le problème, c'est qu'il y a cette toxicité des dépôts tissulaires à long terme, ce qui le rend donc un traitement de seconde intention. Troisièmement, donc on a les sels de magnésium qui n'ont plus d'indication. Les nouveautés. Pour les nouveautés, on a ce chélateur de phosphore ionique, donc ion tertiaire ferrique sous forme d'oxyhydroxyde. Oxygène plus groupement OH plus saccharose plus amidon.
Alors, donc, c'est une étude qui montre la non-infériorité par rapport au CLVMA. Les avantages essentiellement non calciques, donc il n'y a pas de risque d'hypercalcémie, insoluble, non absorbé, donc moins d'effets secondaires, mais surtout par rapport au CVLMR, c'est la diminution de nombre de comprimés par jour. La tolérance, donc les effets secondaires sont essentiellement digestifs. Toujours, il a l'autorisation de mise sur le marché européen en août 2014. Toujours dans les nouveautés, le nicotinamide, qui a donc l'action hypophosphorémiante, mais aussi il améliore le profil lipidique des patients, mais il n'y a pas d'études suffisantes. La vitamine D et ses dérivés. Alors déjà pour commencer, pour la vitamine D, il n'y a pas seulement l'indication dans l'hyperparathyroïdie secondaire, mais il faut savoir que les recherches montrent qu'il y a un effet protecteur contre certaines néoplasies, maladies auto-immunes et même maladies infectieuses. Alors, c'est une planche de physiopathologie qui résume un petit peu les différents dérivés de la vitamine D, donc D2, D3, première hydroxylation au niveau du foie, la 25-OHD, c'est le calcidiol. Ensuite, deuxième hydroxylation au niveau du rein, c'est la 1,25-OH vitamine D. Pour la vitamine D native, notre but, c'est d'atteindre des concentrations supérieures égales à 30 nanogrammes par millilitre. Donc, ça existe sous forme d'ergo ou de cholécalciférol, sachant que la demi-vie de l'ergocalciférol, qui est la vitamine D2, est inférieure à celle de la vitamine D3, qui est le cholécalciférol. Ici, c'est le cholécalciférol. Il n'y a pas de recommandation KDIGO pour cette supplémentation. Il y a plusieurs schémas. Donc, on a choisi ce schéma, c'est celui qu'on utilise le plus souvent. Donc, c'est à peu près 100 unités. C'est aux environs de 100 unités tous les mois ou tous les 2 mois. Bien sûr, après ajustement réalisé en fonction des dosages sanguins, réalisé après le 4e mois, au bout duquel il y a un plateau de concentration. La principale contre-indication, qui est aussi un signe de toxicité, c'est l'hypercalcémie. Alors, des dérivés hydroxylés de la vitamine D, donc il faut savoir qu'ils n'ont plus l'indication pour le traitement de l'hypocalcémie, mais surtout pour leur action freinatrice sur la PTH. On a le 25-OH vitamine D3 qui est le calcifidiol, un 25-OH vitamine D3 qui est le calcitriol et le 1-alpha-OH D3 qui est l'alpha-calcidiol, c'est le plus utilisé. Il y a plusieurs schémas. En général, on commence de 0,5 à 1, on peut aller jusqu'à 2 microgrammes par jour. Il faut savoir que l'hyperphosphatémie est une contre-indication. Il faut faire une surveillance régulière de la phosphatémie et de la calcémie de la PTH. Les calcémies mythiques. Ce sont des activateurs allostériques des récepteurs du calcium. Ça veut dire qu'ils se fixent sur les récepteurs du calcium et ils miment l'action du calcium. Donc, ils inhibent la sécrétion de la parathormone, ils diminuent la calcémie, la phosphatémie et donc le produit phosphocalcique. Les indications sont l'hyperparathyroïdie résistante au traitement conventionnel, l'hyperparathyroïdie tertiaire, et si la parathyroïdectomie est contre-indiquée ou inadaptée. C'est des comprimés de 30, 60 et 90 mg. On commence par 30 mg avec augmentation progressive. On peut aller jusqu'à 180 mg maximum. Ils sont indiqués seulement chez les patients dialysés. Pour les effets secondaires essentiellement digestifs, mais il faut noter aussi que des cas de convulsion ont été notés. En pratique, l'association de vitamine D, du calcium et du cinacalcète est nécessaire et synergique dans le traitement de l'hyperparathyroïdie sévère. Pour le traitement chirurgical, c'est la parathyroïdectomie. Alors, avant la dialyse, il n'y a pas de recommandation. En dialyse, selon les recommandations de KDIGO, il y a des indications cliniques et des indications biologiques. Pour les indications cliniques, c'est les signes cliniques s'aggravant malgré le traitement médical bien conduit,
un traitement par le calcitriol ou ses analogues qui s'avèrent inefficaces sur le taux de PTH associé ou non à une hypercalcémie ou une hyperphosphatémie, des dimensions glandulaires atteignant un volume supérieur à 0,5 cm3, carcinome parathyroïdien et calciphylaxie ou artériopathie urémique calcifiante. Les indications biologiques, donc une hyperphosphatémie supérieure à 1,8 mmol par litre, calcémie supérieure à 2,65 mmol par litre, produit phosphocalcique supérieur à 4,5 mmol par litre, PTH supérieur à 800 picogrammes par millilitre, mais bien sûr après échec du traitement conventionnel. La technique, donc, elle consiste en une résection de 7/8 des parathyroïdes en laissant un moignon pour éviter l'hypoparathyroïdie définitive. Les complications, donc, c'est essentiellement les hématomes, la paralysie récurrentielle et l'hypoparathyroïdie, mais il y a aussi des suites chirurgicales qui sont marquées par une hypocalcémie, une hypophosphatémie en rapport avec une reminéralisation osseuse, ainsi qu'une ostéoblastose prédominante permettant de reconstruire le tissu osseux, expliquant aussi l'augmentation post-opératoire des phosphatases alcalines. C'est un tableau récapitulatif des différents traitements utilisés. En conclusion, l'hyperparathyroïdie est traitée par des mesures, comme on a déjà vu, donc des mesures diététiques, un traitement pharmacologique et de la chirurgie rarement. La prise en charge précoce, je dis bien précoce, de ces troubles est indispensable, dont les modalités commencent à être mieux définies, mais qui sont encore l'objet d'études nombreuses. Et merci.